Bonjour à tous, notre invité ce midi est Christos Zoulkiridis, bonjour. Bonjour. Député bruxellois, toujours secrétaire d'État au logement dans l'exécutif sortant de la région bruxelloise et membre d'Ecolo. On va peut-être commencer par parler des négociations gouvernementales. On vient de voir le reportage dans le journal. Vous n'en faites pas partie puisque Ecolo est appelé a priori à rejoindre les bandes d'opposition. Vous êtes bien informé. Quand on parle de 180 millions ou de 300 millions d'économies à faire dans le budget bruxellois, ça veut dire que les temps vont être durs pour l'équipe qui prendra les rênes dans quelques semaines? Écoutez, c'est difficile à dire puisque on ne fait pas partie des négociations comme vous l'avez dit et on n'a évidemment pas la note que vous avez présentée et qui parle du montant de 300 millions. Les déclarations qui sont faites parlaient plutôt de 180 millions. Donc, de l'extérieur comme ça, c'est un peu difficile. Ce que moi, je peux vous dire, c'est que la situation que nous avons laissée dans la gestion à laquelle nous avons participé est saine. Et donc, qu'il y ait des efforts à réaliser, notamment en lien avec le transfert des compétences du fédéral, c'est sûr. Donc, on devra réaliser un certain nombre d'efforts. Maintenant, je pense que la situation bruxelloise au niveau budgétaire, depuis le refinancement qui a été obtenu il y a 5 ans, est vraiment saine et permet et doit permettre de réaliser de nouvelles politiques et en tout cas de ne pas commencer à profiter d'un changement de majorité, je l'espère, pour pouvoir détricoter un certain nombre de politiques qui sont extrêmement importantes pour les Bruxelloises et les Bruxellois. Quand Joël Milquet disait dans le reportage, il y a du gras, il y a des choses qu'on peut rationaliser à Bruxelles. Mais ça, ils auraient pu le faire dans leurs compétences, par exemple, depuis quelques années. Quand vous dites ce qu'il fallait, le CDH, par exemple, ce qu'il fallait faire absolument quand on est, en tout cas, à la manœuvre, c'est de faire en sorte qu'on réforme chacun de nos secteurs pour faire en sorte que ces secteurs soient les plus efficaces, que l'argent aille là où il doit aller, qu'il y ait le moins de gaspillage possible. Nous l'avons fait. Je l'ai fait dans la politique du logement, où il y a des besoins énormes. Il fallait renforcer l'efficacité des différents dispositifs qui étaient existants, intensifier les politiques parce que les besoins sont extrêmement importants. Et donc, c'est cette rigueur-là qui est nécessaire. On a diminué le nombre de sociétés de logement. Est-ce que ça va continuer dans la prochaine législature, d'après vous? J'espère bien que ce qui était entamé en termes de rationalisation des sociétés de logement social se poursuivra. Il y a eu un engagement là qui, d'ailleurs, dépassait largement les partis qui participaient au gouvernement. J'espère que ce sera poursuivi, comme d'autres politiques d'investissement qui ont été prévues dans la construction de nouveaux logements, dans la rénovation des logements actuels, parce que c'est indispensable compte tenu des besoins qui existent au niveau de la population bruxelloise. Quand Joël Milquet laisse sous-entendre qu'il y a des doublons, qu'il y a des structures qu'on peut peut-être rationaliser, ce qui veut dire soit fusionner, soit en supprimer certaines. Mais dans la politique de l'emploi et de l'économie, sans doute qu'il y a eu des doublons. C'était des politiques qui relevaient des ministres CDH depuis 10 ans. Peut-être que c'est à ça qu'elle pense. Ouais. Quel type d'opposition vous allez mener, puisque selon toute vraisemblance, il y aura un accord de majorité dont vous ne ferez pas partie? Une politique d'opposition favorable à Bruxelles. On l'a toujours fait, qu'on soit dans l'opposition ou dans la majorité, il faut défendre Bruxelles. Et il faut le faire avec détermination. Je l'ai dit, depuis 10 ans, Ecolo a eu l'honneur, moi je considère que c'est vraiment un privilège de pouvoir servir sa région. Nous l'avons fait en essayant d'améliorer les politiques qui dépendaient directement de nos compétences en matière d'environnement, d'énergie avec ma collègue Evelyne Uttebroek, en matière de logement, de tourisme. Ce sont 2 secteurs qui ont vraiment évolué positivement ces dernières années. On va avoir cette vigilance pour servir la région. Alors, c'est clair qu'on aura un autre rôle puisqu'on sera dans l'opposition. Et il faudra avoir ce rôle de vigilance pour que les politiques qui sont menées par la future majorité puissent absolument servir la région bruxelloise. Et donc ça veut dire que vous pouvez être un soutien le cas échéant? On sera un soutien à tout bon projet. Mais on sera aussi dans un rôle, on viendra avec des propositions. Nos propositions pour pouvoir améliorer le fonctionnement de cette région qui est vraiment extrêmement importante pour le pays et pour ses habitants. Et on sera critique, évidemment, avec toutes les propositions qui viendraient éventuellement sur la table, qui n'iraient pas à nos yeux dans le bon sens. Alors c'est Zoé Genot qui a été désignée chef de groupe. Vous n'aviez pas envie d'être chef de groupe? Non, Evelyne Uttebroek et moi-même, en tant que ministre sortant, on a aussi estimé que c'était pas sain de prendre un rôle notamment de chef de l'opposition, de chef d'un parti d'opposition. On doit aussi prendre un tout petit peu de recul, parce que je pense que c'est sain aussi, quand on a géré
des compétences pendant 5 ans, de ne pas être automatiquement les premiers à tirer sur ceux qui vont nous succéder. Mais Zoé Genot, qui vient du fédéral, exister. Elle vient du fédéral, elle siège à la Chambre, elle va connaître suffisamment tous les dossiers bruxellois pour Oui, parce qu'en plus, on va travailler vraiment en groupe. Vous savez, on a 8 députés. Ce sont des personnalités extrêmement fortes. Isabelle Durand, Evelyn Huttebroek, Arnaud Pinksteren, Céline Delforge, Zoé Genot, Barbara Tract, c'est Alain Marron. Ce sont vraiment des personnalités qui ont une compétence et qui sont prêts à démarrer, à faire un travail très utile pour ce Parlement et pour cette région. Et Zoé Genot, qui a une expérience de députée depuis plusieurs années maintenant, a totalement les compétences en soutien et dans une logique de travail en groupe pour pouvoir faire ce travail. Ouais, on a vu dans la législature sortante que l'opposition au Parlement bruxellois n'avait pas toujours voix au chapitre, l'occasion de s'exprimer, qu'elle n'était pas très forte. Ça va changer? En tout cas, nous allons faire ça sérieusement. Parce que, quel que soit le rôle que l'on occupe quand on fait de la politique, c'est pour essayer d'améliorer le sort de sa région. Ce n'est pas uniquement le rôle en tant que parti politique de simplement essayer de gagner des voix. Peut-être qu'on n'est pas les champions, on ne connaît pas les meilleurs là-dedans, mais en tout cas pour servir notre région, pour apporter des propositions, pour essayer d'améliorer justement les politiques qui sont menées dans cette région. On a des idées, on a des projets qui sont et qui restent très importants et qu'on va continuer à travailler en concertation avec les habitants parce qu'on aura peut-être plus de temps pour pouvoir justement organiser des rencontres avec les citoyens pour faire remonter au sein du Parlement un certain nombre de choses qui sont ressenties par notre population. Alors vous avez prêté serment mardi au Parlement de la Fédération de Bruxelles, ancien Parlement de la Communauté française. Je n'ai pas prêté serment parce que comme je suis encore ministre, voilà. Mais je vais aller. Vous y siégerez un jour. Oui, parce que je pense que c'est très important de s'occuper de compétences qui sont essentielles comme pour Bruxelles, telles que l'enseignement et la culture. Pendant la campagne électorale, j'ai beaucoup parlé d'enseignement, d'écoles bilingues, d'écoles techniques et professionnelles. On sait que c'est un enjeu fondamental pour Bruxelles. J'ai envie de m'investir davantage dans ces compétences-là. Ouais. À la séance d'installation de ce Parlement, il y a de nouveau une commission de vérification des pouvoirs qui a pris un petit peu de temps. Il y a eu une saga qui a duré 3 jours au Parlement wallon. Alors c'était plus rapide au Parlement bruxellois. Mais fondamentalement, vous comprenez qu'il y ait autant de discussions, autant de recours et autant de débats sur la vérification des pouvoirs ou pas ? Est-ce que c'est de l'instrumentalisation politicienne ou est-ce qu'il y a vraiment un malaise sur la validité de l'élection? Je pense que légalement, tout s'est fait normalement. C'est-à-dire qu'on tire au sort les membres de la commission de vérification. Donc là, on respecte la loi en fonctionnant de la sorte. Alors que des parlementaires qui savent qu'ils vont se retrouver dans l'opposition instrumentalisent un peu ce fonctionnement-là pour pouvoir justement en profiter pour créer un peu de zizanie, c'est peut-être regrettable. En même temps, il y a des questions réelles qui ont été posées. Ouais, à Bruxelles, il y a 4 élus écolos qui ont introduit un recours. C'était totalement juste, c'est-à-dire que c'est tout à fait légal de le faire. On a eu des problèmes très sérieux avec le vote informatisé et je pense qu'on devra faire une évaluation très critique de ce fonctionnement-là. On ne peut pas continuer à fonctionner avec une incertitude qui est liée au fonctionnement de la démocratie. Et donc, par rapport à ça, c'est clair qu'une des premières propositions que l'on fera à la rentrée parlementaire, c'est de changer fondamentalement ce système-là, de revenir au système qui est le plus sûr, qui est sans doute le dépouillement papier. Le paradoxe, c'est quand même qu'il y a des opposants au vote électronique depuis qu'il existe, qu'on ne les a jamais réellement écoutés et qu'il ait fallu qu'on arrive vraiment dans le bug pour se dire tiens, c'est peut-être pas le bon système. Mais c'est souvent comme ça. C'est-à-dire que le monde politique est un peu sourd. Mais non, nous avions exprimé nos réserves par rapport au vote électronique depuis toujours. À la fois sur le coût, à la fois sur le contrôle démocratique, en faisant des propositions alternatives. Et donc, ici, malheureusement, c'est vrai que trop souvent, on a besoin d'avoir une catastrophe. Vous savez, en tant qu'écologiste, je suis habitué à cette difficulté-là. C'est que quand on dit, en tant qu'écologiste, attention à la question de l'alimentation, attention à la question du réchauffement climatique ou du dérèglement climatique, on nous rit au nez pendant des années. Et puis, il faut une catastrophe pour que tout le monde commence à s'en saisir et à dire « Ah oui, il faut absolument changer les choses ». Si on pouvait écouter un peu plus en amont, un peu plus tôt, ceux qui, justement, attirent l'attention avec des arguments solides, on n'en serait pas là et on n'en serait pas dans ce type de situation. Alors, Écolo a désigné 3 sages qui doivent analyser les raisons de ce qui est une contre-performance électorale. Est-ce que, comme Evelyn Huttebroek, vous pensez déjà qu'il faut changer la coprésidence ? Je ne pense pas qu'elle ait dit ça d'abord. Elle a dit qu'il fallait envisager une nouvelle coprésidence et même peut-être n'avoir plus qu'un seul coprésident avec 2 secrétaires politiques. C'est-à-dire que c'est normal, à un moment donné, quand vous avez un échec électoral, parce qu'il faut utiliser le bon terme, aussi important, on a perdu la moitié de nos élus, de se remettre vraiment en question. Et tout le monde doit le faire. Moi, je le fais.
en tant que ministre sortant. Evelyne Huttebroek le fait. La présidence le fait. Le parti dans son ensemble doit pouvoir le faire. Alors il ne faut pas tout remettre en question parce que l'avantage d'Ecolo, c'est qu'on a un programme, une vision qui est extrêmement importante pour notre société et qu'on va continuer à construire autour de cette vision-là. Est-ce qu'il faut changer sur le fonctionnement, sur la stratégie, sur la communication, c'est clair qu'il faut pouvoir se remettre en question et qu'un parti politique se dise maintenant qu'on a un tout petit peu de temps, ce sont aussi les vacances, le rythme parlementaire n'existe pas pour le moment puisque les autres sont en train de constituer des gouvernements. Prenons ce temps, cette énergie pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut mieux s'améliorer là où nous avons échoué. Et on doit le faire à tous les étages. Ouais. Est-ce qu'il faut changer le visage de la coprésidence d'Ecolo ou pas ? À ce stade, moi, je ne viens pas avec des réponses. D'abord, je pense que c'est au sein du parti qu'on doit mener ce type de réflexion. Ouais, c'est assez logique. Il y a une motion qui a été déposée en Conseil de fédération. Mais c'est totalement démocratique que des militants se sentent responsables quant à l'avenir de ce parti et se disent « j'ai envie de venir avec mes propositions ». Personnellement, je suis assez sage, j'estime qu'il faut vraiment prendre le temps de pouvoir faire une analyse profonde, la plus objective possible, sans tabou. Ça doit se faire à l'interne pour qu'on puisse très rapidement se remettre en ordre de marche. Parce que les priorités, en termes économiques, en termes écologiques, en termes sociaux, elles ne vont pas être négligeables dès les prochains mois. Et malheureusement, la plupart des électrices et des électeurs vont constater que la différence qu'il y aura eu entre les discours que certains partis politiques ont menés pendant la campagne électorale et la réalité, mais la plupart, moi je vois le dossier des pensions, on remonte maintenant un dossier où on dit que ça ne va pas aller au niveau des pensions, comme si ce dossier n'existait pas avant les élections. C'est Sabine Laruelle, le PS, le MR, qui ont géré ces compétences-là au niveau fédéral et qui avaient l'information depuis longtemps, ont fait quand même une campagne en promettant que les pensions devaient être augmentées, qu'elles devaient être à 1 200 € minimum, etc. Donc tous les partis se sont exprimés dans ce sens-là, en sachant qu'ils ne pourraient vraisemblablement pas le faire, ou en tout cas en changeant dès après les élections déjà leur discours et les informations qui concernent ce type de dossier. Et ça va être le cas malheureusement dans toute une série d'autres dossiers où je crains que la désillusion par rapport à ce qui a été promis va être assez froide et en tout cas va toucher malheureusement des publics qui sont déjà les publics qui sont les plus en difficulté, comme on le voit avec le dossier qui a un autre enjeu, qui est Deleuze, un grand groupe international. Est-ce que vous craignez un gouvernement qu'on appelle coalition des droites ou coalition de centre-droit ? Bien sûr, bien sûr qu'on doit le craindre. Est-ce qu'il n'est pas légitime à partir du moment où la NVA arrive grand vainqueur des élections en Flandre ? Mais ce qui est légitime, c'est d'essayer de constituer, à mes yeux, je veux dire, je ne considère pas délégitime sur le plan démocratique que des partis essaient de former une majorité et dès lors qu'ils ont plus de 50% des voix ou des élus, ils peuvent constituer. Sur le plan démocratique, c'est juste. Sur le plan du fond, sur le plan des politiques qui vont être menées, j'ai évidemment ma subjectivité, je suis écologiste, avec mes valeurs, avec mon projet, et je ne peux pas me réjouir que tout ce qu'on est en train d'observer à l'échelle européenne, une dérégulation qui frappe les plus faibles, risque de s'approfondir et de s'intensifier avec un gouvernement qui va totalement soutenir ce type de vision au niveau fédéral s'il se constitue effectivement dans une logique de majorité des droites. Je pense que c'est une réelle catastrophe que vont payer qui ? Les personnes qui sont les plus fragilisées. Et on assiste déjà dans beaucoup de pays européens à ce type de dérégulation où des grands groupes internationaux sont en train de mettre une pression extrêmement importante sur les salaires, sur les pensions, sur les dépenses publiques qui sont extrêmement importantes, notamment au niveau de la santé. Et si la Belgique s'inscrit aussi dans la plupart de ces niveaux, dans cette direction, ça sera une catastrophe humaine et économique extrêmement importante. Il nous reste 1 minute. Est-ce que le gouvernement bruxellois doit intervenir dans le dossier Deleuze ? Il doit le faire d'une certaine façon, mais je pense que c'est au niveau fédéral qu'il faut surtout intervenir. Et puis, là aussi, c'est une vision. On a des groupes qui sont de moins en moins nationaux. On a des groupes de plus en plus internationaux qui répondent à des considérations qui sont liées à leur actionnariat. On a un groupe qui fonctionne bien avec... Est-ce que Céline Frémaux, la ministre de l'Emploi, doit aujourd'hui intervenir, voir les patrons de Deleuze ? Ou est-ce que ça ne se passe pas au niveau bruxellois ? Moi, je ne pense pas vraiment, si on veut être honnête, que c'est au niveau bruxellois que ça va se régler. Une dernière question. On a vu sur les réseaux sociaux une photo de Christos Zoulkiridis avec une perruque de Marwan Fellaini. Vous allez la sortir à chaque match ? Non, c'était juste une boutade. On a été heureux de voir ce premier but de Fellaini.
il était temps qu'on marque et finalement ce match était bien quand on voit le résultat d'autres grandes équipes comme l'Espagne ou le Brésil. On peut être fier de notre équipe et puis ça fait du bien aussi de pouvoir se faire un peu plaisir et cette équipe nationale nous donne l'occasion d'en avoir. J'espère que ça va durer longtemps. Christos Zoulkeridis, merci. Tout de suite, c'est la météo. Patrick Vermeer.